Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Aujourd'hui c'est le deuxième numéro de la Tezukalogie, plus d'un an après le premier épisode. Mais au moins il est là. Et aujourd'hui on va s'attarder et se concentrer sur Osamu Tezuka. Il est considéré comme le dieu du manga. Mais est-ce juste? Bah c'est le but de la vidéo en fait, hein. Donc je vais pas vous le dire tout de suite, hein, sinon ça sert à rien. D'abord, commençons par le commencement. Osamu Tezuka naît le 3 novembre 1928 à Toyonaka, dans la préfecture d'Osaka, et meurt le 9 février 1989 à Tokyo. Sa famille se compose de ses parents Fumiko et Yutaka. Il a un petit frère Hiroshi et une petite sœur Minako. Il se mariera et aura 2 enfants. Ses 2 arrière-grands-pères étaient les premiers médecins de style occidentaux au Japon, ce qui lui a donné cette passion qui a failli être son métier plutôt que mangaka. Il habitait près d'une actrice connue, Otome Amatsu, qui était une vedette de troupe de théâtre japonais, Takarazuka, troupe de théâtre japonaise qui s'échange les rôles. Et cette personne était Otokoyaku, c'est-à-dire qu'elle se spécialisait dans les rôles masculins, alors que c'est une femme. C'est un peu les bribes pour les personnages de Tezuka androgynes qui se travestissent. Il faisait une école de médecine tout en étant dans un club de bande dessinée, où il y publiait ses œuvres. Il fait partie d'une famille populaire mais très cultivée, qui lui a permis d'avoir une culture globale très importante. Il a connu la guerre et y a été engagé. Pendant cette période, les artistes étaient freinés, mais ça ne l'empêche pas de dessiner encore plus. Comme vous l'aurez remarqué, sa vie a influencé son œuvre. Également, la censure américaine sur le Japon après la guerre ne l'a pas épargné, mais pas du tout. Cela lui a fait changer ses récits en idolâtrant les Américains, en réduisant l'érotisme, etc. Ou même des éditeurs qui l'obligeaient à réduire drastiquement des œuvres car il les trouvait trop longs, comme pour le 3e volet de sa trilogie de science-fiction, Next World. 1000 pages qui deviennent 300 pages. Ça commence à être compliqué là. Globalement, en termes de production, il a créé plus de 170 000 pages, dessinées en 700 œuvres au cours de sa carrière. Il a réalisé environ 70 séries animées, téléfilms animés, longs et courts-métrages d'animation. Dès les années 50, il avait une certaine notoriété et se faisait souvent alpaguer dans son studio de Tokyo par ses nombreux fans, mais aussi la presse et la télévision. Ses œuvres complètes seront même retranscrites et même retravaillées aux États-Unis, où il y découvrit avec stupeur qu'il avait beaucoup de fans là-bas. Plus de 120 millions de mangas ont été vendus depuis sa disparition en 1989. Donc, une bibliographie impressionnante avec une productivité par an assez incroyable. C'est dingue. Vous vous imaginez même pas, car il a un don pour allier urgence et génie. Du coup, on va voir les influences d'un tel héritage. Comme le média manga n'existait pas vraiment, il se cultivait en lisant des romans et en regardant des films, ce qui lui a permis d'avoir une culture générale fournie. Ce qui résulte en 5 principales tendances. Fréquemment, il adapte librement des classiques du roman ou du cinéma, comme Metropolis de Fritz Lang ou L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, et les met à sa sauce, avec ses codes. Ou encore des tragédies comme Faust de Goethe, pour montrer que le manga est un média noble en piochant dans les autres arts. Il a une certaine tendance à reprendre l'histoire, avec un grand H, comme Chronique de la plaine d'Abusegahara sur l'histoire du Japon, ou biographique, avec L'Arbre au soleil, pour montrer qu'on peut apprendre des choses avec le manga, toujours dans cet esprit de valoriser cet art. Il s'inspira énormément des films de Disney, en retravaillant ces films car la morale ou certains éléments ne l'avaient pas plu. Avec une adaptation du personnage de Pinocchio par exemple, par l'intermédiaire d'Atom, Astro Boy, tout en leur rendant hommage fréquemment. Pourtant Disney le plagiera avec le Roi Lion en s'inspirant du Roi Léo et le nieront jusqu'au bout. Ils iront même jusqu'à faire un embargo sur les animés de Tezuka, car ils le voyaient comme un danger, un concurrent. Les ayants droit de Tezuka ne feront rien par contre, car Tezuka, grand fan de Disney, aurait été honoré de les avoir inspirés. Cela peut être également intra-asiatique, avec des légendes chinoises comme Voyage en Occident, qui donnera l'idée à Tezuka de Son Goku le singe. Stylistiquement, on peut remarquer qu'Osamu Tezuka était en inspiration de Charlie Chaplin, et cela se voit à travers ses œuvres, car l'humour y trouve toujours sa place, même dans les plus sérieuses. Et ça c'est fort ça. Par un détail, un jeu de mots, une pitrerie, ou en se moquant de ses personnages. L'auteur apporte de la légèreté aux scènes les plus graves, mais genre très graves.
L'auteur pratique également l'autodérision et se met souvent en scène, tout comme Charlie Chaplin qui mélangeait dérision et sérieux dans ses films. Mais allons plus dans l'analyse de son style global, dans les entrailles là. On va commencer par son style de dessin, car je rappelle que la bande dessinée est avant tout un art graphique, avant d'être narratif. Le style de dessin de Tezuka est reconnaissable à son trait clair, généreux, très expressif. Un découpage cinématographique, vif et rythmé. Peu comme les vidéos quoi. Son trait presque caricatural, qui paraît parfois au lecteur non averti un peu simple, un peu cartoon, n'en est pas moins très technique et parfaitement maîtrisé. Très expressif, les dessins servent parfaitement, et avant tout le discours de l'auteur. Ça devrait être comme ça partout mais bon. Il a donc un style très identifiable, qui lui va bien, mais il peut en changer. Il l'a déjà fait lors de séquences réelles, dans son manga L'île aux fossiles, pour montrer un changement de réalité. L'auteur se révèle également très doué pour retranscrire les expressions des personnages, l'explosion des sentiments humains. Il utilise le style SD, abréviation de Super Deformed. Le personnage se retrouve parodié, représenté sous une taille réduite, avec une grosse tête amusante. Cela permet aussi une maîtrise des ombres vraiment très impressionnante. Ça transforme des cases en des scènes quasiment hallucinatoires. On dirait de l'expressionnisme allemand, qui font partie de ses influences, comme dans Hill, où il y a des images et des traits psychédéliques qui donnent une composition intéressante. Il met aussi en place une gestion de la vitesse qui deviendra la base dans le monde du manga. C'est-à-dire qu'il utilise énormément de moyens différents, traits, flou d'arrière-plan, impact. Il crée du mouvement juste avec des enchaînements de cases fixes et grâce à la composition des images. Un dessin unique et innovant, mais pas que, car l'organisation des planches de Tezuka est précise. Chaque trait a une fonction précise, chaque ligne a un sens. Quand le mangaka brise une case, ce n'est pas le fruit du hasard. Tezuka offre un style extrêmement riche, volubile, sans cesse renouvelé. Il se joue ainsi des codes de la bande dessinée, sortant des cases, brisant des lignes, découpant les planches pour mieux servir un message, retranscrire une action, souligner un geste ou une parole. Il innove sans cesse dans la science du découpage des scènes, qui est très importante par ailleurs. Mais qu'en est-il de son fond, de ses messages? Son œuvre comprend 4 caractéristiques majeures constantes. Le respect de l'environnement naturel, le respect de la vie et de toutes les créatures vivantes, un profond scepticisme envers la science et la civilisation, et un solide engagement pour la paix, et contre la guerre du coup. Ces scénarios tournent souvent autour de la confrontation, que ce soit l'homme qui lutte contre la nature, la technologie, ses semblables. Ces affrontements prennent la forme de problèmes tels que l'impérialisme, la dictature, la destruction de la nature, la colonisation, la guerre, le génocide, la bureaucratie, et j'en passe. Il y a aussi des thèmes récurrents, un enfant abandonné, ayant un père adoptif, une différence physique, un héros pris entre deux cultures. Mais concentrons-nous davantage sur le thème de la science-fiction. Il a un intérêt croissant pour la science-fiction, et un regard assez négatif, on va pas se mentir, sur ce que peut faire l'humanité de cela. Il utilise et prévoit des inventions futures, comme un train à grande vitesse, ou des robots humanoïdes, ce qui montre sa créativité et son idée de l'humanité. Des fois, il le met en opposition avec la foi, comme dans La Maison Magique, ou en reprenant des mythes de ce genre-là, comme l'aventure intérieure, avec tuberculose, ou des voyages dans l'espace, avec l'homme de la lune, des redécouvertes de dinosaures dans Lost World. Il en profite même pour casser les codes et les barrières sociales, en faisant s'embrasser dans L'Ange au pistolet, une blanche et un métis. Et c'était pas trop courant à l'époque, on va pas se mentir. Ou sur la discrimination via un monde où robots et humains prospèrent, ou des dilemmes de sa propre espèce, avec Astro Boy. Il essaye de montrer de la science-fiction faisable ou réaliste pour que les lecteurs considèrent cela comme fantastique et non fantaisiste, que la science seule ne peut pas résoudre tous les problèmes. Car sa création est résolument moderne et universelle. Il aborde donc tous les genres, de la fresque historique ou épique à la science-fiction et au fantastique, que cela soit d'actualité ou non, en passant par des récits médiévaux, des contes, des odyssées, des récits réalistes. Profondément altruiste, il n'a de cesse de communiquer ses passions, la recherche de la vérité, la philosophie, la science, la littérature, et de transmettre son savoir sous une forme attrayante, ludique et à la portée de tous. Ayant connu les affres de la guerre,
l'amour de la vie et la défense de la paix sont une constante de son œuvre. Il exprime lui-même cela. Ce que j'ai cherché à exprimer dans mes œuvres tient tout entier dans le message suivant. Aimer toutes les créatures, aimer tout ce qui est vivant. J'ai essayé d'exprimer ce message dans chacune de mes œuvres, mais aussi par l'intermédiaire de son plus grand don et de transmettre un immense amour de la vie par une quête incessante de son sens. C'est sans doute pourquoi son œuvre garde une telle force sans égale dans la BD et l'animation, peu dans l'art, au niveau de l'ampleur, l'audace, la variété. Néanmoins, il change de style vers la fin de sa vie, alors qu'il est frappé par la maladie. Il adopte alors, dans ses mangas, un style plus sombre, destiné à un public plus âgé. L'histoire des trois Adolphes, par exemple, à travers les vies croisées de trois personnages partageant le même prénom, Adolphe du coup, porte un regard éclairé sur les préjugés, les engagements idéologiques et militaires des hommes durant la Seconde Guerre mondiale. Grosse ambiance. Ou encore Ayako, qui est à la fois une fiction politique et un drame présentant les errances et les tiraillements de la société japonaise d'après-guerre. Et tous ces messages passent notamment par les personnages. Si ça c'est pas une transition, on retrouve d'ailleurs certains types de personnages au fil de l'œuvre de Tezuka, symbolisant parfois des qualités ou des défauts humains. Le scientifique visionnaire ou dangereux, le vieux sage, le riche patron, l'enfant malicieux, le jeune premier, l'égoïste, la femme fatale, etc. C'est un peu toutes les facettes de l'humanité. Il utilise également ces personnages comme s'ils faisaient partie d'une troupe de théâtre, de comédiens. Plus particulièrement, ce sont des acteurs hollywoodiens ou du Takarazuka. Clin d'œil. C'est-à-dire qu'il réutilise souvent ces personnalités dans d'autres œuvres. Cela peut être des rôles similaires ou totalement différents. Il joue ainsi avec les images et les attentes des personnages qu'on connaît. Il joue également des rôles différents dans ses mangas, comme s'il était un personnage de son univers, sans être mégalo pour autant. En plus, c'est un mangaka féministe qui a des personnages féminins forts et intéressants. C'est d'ailleurs un peu le cas des futurs auteurs des années 70 avec Go Nagai et Leiji Matsumoto qui s'en inspireront. Il montre l'évolution du rôle des femmes et les difficultés des hommes à les accepter, notamment dans Avaler la Terre. Il les met à la même hauteur que les personnages masculins. Donc, un style riche et varié qu'il maîtrise à la perfection. Sans transition, comme Hergé ou Jack Kirby, il est l'un des auteurs les plus importants de l'histoire de la bande dessinée. Il a démocratisé le manga moderne, la manière de raconter une histoire dans un manga de nos jours, proche du cinéma. C'est lui qui l'a institutionnalisé, mais il ne l'a pas inventé, car il y avait déjà des artistes qui le faisaient avant lui, dans ce média. Parce qu'inventer c'est bien, hein, mais démocratiser c'est mieux, car cela implique une maîtrise de la technique de l'auteur et une approbation du public et de l'industrie. Ensuite, il a transformé le manga, qui n'était qu'un divertissement, en quelque chose capable de changer la manière dont on voyait le monde. Il a aussi traversé de nombreuses avancées technologiques dans le marché du manga, en passant par les procédés d'impression, mais aussi des avancées narratifs, avec des images et du texte à l'extérieur, et des cases classiques, ou encore des histoires d'une traite à des histoires feuilletonnantes. Pour faire cela, il travaillait sans cesse jour et nuit, pour s'adapter aux changements du marché de la BD, à ses évolutions. Au niveau structurel, il a inventé le système de création de manga moderne, c'est-à-dire un mangaka qui travaille avec ses assistants qui s'occupent des décors, des onomatopées, etc. avec des matrices de Tezuka comme exemple pour maximiser la production. Mais s'il est aussi impactant, c'est parce qu'il s'adapte à l'évolution de son public. Il continua de faire des œuvres destinées aux enfants et aux adolescents, tout en faisant pour les adultes. Les différents types de publics qui seront définis plus tard, shonen, shoujo, seinen, josei, etc. Il a également démocratisé le shoujo avec une histoire complète, c'est-à-dire un shoujo qui n'est pas composé uniquement de sketchs ou de petites histoires, avec son œuvre Princesse Saphir. Il créa aussi les shonen qui ont une longue intrigue sur de nombreux tomes. Il fit même des animérama adultes animated drama avec les 1001 nuits. Donc il a quasiment inventé le hentai en fait, ou plutôt le film érotique d'animation japonaise. Pareil, il n'a pas inventé l'animation japonaise, il a démocratisé les techniques cinématographiques dans ce média. Il inventa des techniques utilisées pendant des décennies, comme le fait d'animer que les éléments essentiels, par exemple juste la bouche quand un personnage parle, ou encore en mettant des acteurs sur des décors de dessins animés, ou l'incrustation de photos. Il a institué sur la série télévisée Wonderfree 3 une méthode de travail où un animateur est attaché à un personnage,
un système déjà en usage chez la boîte aux grandes oreilles, tout en transposant son système de charte graphique de la bande dessinée en animation, ce qui permet de faire des économies et de produire à moindre coût pour rivaliser avec les USA. Pareil pour le système de produits dérivés qui deviendra essentiel, voire même vital dans cette industrie. Mais c'est aussi un précurseur puisqu'il fonde les studios Mushi Productions, puis Tezuka Productions. Les premières séries animées réalisées à un rythme soutenu, ils sont expérimentés et mis en image. De même, ils sont conçus successivement la première série animée japonaise avec une diffusion hebdomadaire, Astro Boy en 1963, et une des premières séries en couleur, Le Roi Léo en 1965. En gros, j'ouvre les guillemets, tout le manga depuis la Seconde Guerre mondiale s'est élaboré à l'intérieur des formes créées par Tezuka Osamu, selon le critique japonais Nobuhiko Seto. Pour conclure, je voudrais d'abord vous lire 2 citations. Les visiteurs étrangers ont souvent du mal à comprendre pourquoi les Japonais lisent autant de mangas. Une explication de la popularité de ces bandes dessinées japonaises dans notre pays est que le Japon eut Tezuka Osamu, là où d'autres nations n'eurent aucun équivalent. Sans le docteur Tezuka, l'explosion de la bande dessinée dans le Japon d'après-guerre eût été inconcevable. Asahi Shimbun, un grand quotidien japonais, février 1989. Osamu Tezuka a démontré que BD et dessins animés pouvaient servir à communiquer des idées profondes, qui pouvaient non seulement concurrencer romans de fiction et débats politiques, mais aussi faire jeu égal avec les classiques de la littérature, en forme et en contenu. Bon, maintenant c'est moi qui parle là en fait. C'est un homme ayant influencé de manière décisive la destinée de l'art, de l'animation, de l'industrie du manga et de la culture populaire japonaise. C'est lui qui a créé l'essor de la bande dessinée japonaise et sa noblesse aux yeux du monde. Il a inventé beaucoup de techniques, narratives, technologiques, de manières de penser cet art et de structurer cette industrie. C'est le lien entre le passé et le futur du manga. Le lien entre les origines japonaises historiques et leur rôle dans la culture mondiale de nos jours. Il a inventé moins de choses que ce qui lui est attribué. Mais cela ne change en rien à son impact et à son aura. Alors pour répondre à la question, je ne sais pas si c'est le dieu du manga, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir sur ma page Facebook et Twitter. Et voilà en fait. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Merci. Je sais pas pourquoi, mais merci. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, à plus. Et lisez des mangas.